Bonjour, nous sommes le 2 octobre, nouvelle édition du journal de la rédaction de TVFil, édition de fin de semaine. Aujourd'hui, c'est Jean-Jacques Simon qui va nous accompagner lors de la prochaine demi-heure. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue en plateau. Jean-Jacques Simon dit Jaco. Exactement. Pour ceux qui le connaissent, parce que vous êtes une figure un petit peu de cette ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines, on vous croise quand même de temps en temps sur Saint-Quentin en Yvelines et vous signez cet ouvrage, Ma place au soleil, 30 ans de vie commune avec le sida. Il y est question de votre passé de toxicomane, de la maladie, de votre quotidien avec elle également. On va y venir tout à l'heure dans ce journal. Pour le moment, voici les titres de cette édition du vendredi. Pour vibrer au rythme des performances des Bleus en Coupe du Monde de rugby, la ville de Bois d'Arcy propose des retransmissions en direct et une de nos équipes a suivi hier le match France-Canada. Les chiens aiment l'eau, c'est bien connu et depuis peu, une société propose de soigner leurs petites douleurs et autres courbatures lors de séances d'aqua-training. Reportage insolite tout à l'heure. Et puis, nous reviendrons sur l'essentiel de l'actualité de la semaine comme chaque vendredi. Campagne des régionales, déplacement d'Alain Juppé dans les Yvelines ou encore le rôle de l'Université de Versailles-Saint-Quentin dans la découverte de l'eau sur Mars. Pour débuter ces images, les étudiants de l'université de Versailles-Saint-Quentin, justement, qui sont mécontents et qui le font savoir en garant leur voiture dans le parc situé juste derrière leur bibliothèque, un parc habituellement réservé aux piétons. C'était ce vendredi matin, ils entendaient s'opposer à la hausse du prix du parking, passé de 18 € pour un an à 60 € pour 2 ans. Les véhicules ont été déplacés à la demande de la police. Les étudiants ont en tout cas lancé une pétition qu'ils entendent remettre au président de l'université. On a appris ça quand en fait la porte du bâtiment d'Alembert, parce que l'année dernière était gratuite parce que la porte était défectueuse, la porte du bâtiment d'Alembert a fermé. Quand les étudiants ont commencé à vouloir s'inscrire pour les cartes de parking, ils se sont rendus compte que c'était passé à 60 €. On n'a eu aucune information là-dessus, puisque voilà, c'est notre président de l'université qui a pris vraiment la décision tout seul, sans en informer qui que ce soit. Nous avons contacté l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Elle nous a précisé que cette décision avait été votée en conseil d'administration, donc avec des représentants des étudiants au début du mois de juillet. L'université qui nous a aussi informé que la mise à disposition de places de parking par un établissement n'est pas une obligation. L'augmentation des coûts est justifiée par la sécurité et également pour renforcer les contrôles d'accès et la surveillance. Donc, un mot de sport à présent et les Bleus qui jouaient hier face au Canada. C'est du rugby. À Bois d'Arcy, un écran géant a été installé à l'Abri Blues pour retransmettre les matchs du 15 de France. Reportage de Mickaël Elmidoro et de Mélanie Poquet. La Coupe du Monde de rugby passionne des millions de Français. À Bois d'Arcy, un écran géant a été installé à l'Abri Blues spécialement pour cet événement. Tous les matchs de l'équipe de France sont retransmis. En fait, là, on suit juste principalement l'équipe de France. Si jamais on n'est pas qualifié pour le reste, on verra. On avisera au fur et à mesure voir quel match on programme ou pas. Et de quoi qu'il en soit, la finale sera de toute façon programmée. Jeudi soir, pour le match entre le 15 de France et l'équipe du Canada, une trentaine de supporters sont venus encourager les Bleus. Là, l'ambiance est bien, l'écran est sympa, on discute avec des gens, on rencontre du monde, c'est sympa. On peut rester chez soi devant sa télé dans le canapé, mais le rugby est un sport de contact et de partage, donc on est mieux ensemble. Pendant 80 minutes, les supporters français présents dans la salle ont vibré au rythme des actions tricolores. Malgré quelques passages à vide pendant la rencontre, les Bleus ont remporté la victoire, un résultat qui donne le sourire aux supporters yvelinois. On a vu un très beau collectif, des joueurs qui étaient stratégiques, donc c'était quand même pas un mauvais match, mais il faut qu'ils soignent leur technique, il faut qu'ils soignent les bases, parce qu'il y a encore beaucoup d'erreurs de débutants. L'Abri Blues de Bois d'Arcy retransmettra le prochain match des Bleus contre l'Irlande, une rencontre programmée le dimanche 11 octobre à 17h45. La salle attend plus d'une centaine de personnes pour l'événement. On regardait justement ce résumé du match avec Jaco, l'invité d'aujourd'hui, et Jean-Jacques Simon. Au rugby un petit peu, vous suivez un peu? Par la force des choses, on ne peut pas l'éviter en ce moment. Ouais. Vous êtes satisfait des performances des Bleus? Très satisfait, franchement. Et votre favori? On y croit. Il faut un peu améliorer notre technique. Mais bon, non, enfin, oui, je suis pas... Un favori pour la compétition? Un favori? Non, je n'irai pas jusqu'à donner... Ah si, les Japonais. Les Japonais? Ouais, les Japonais. Ils ont fait un bon début de compétition. Ouais. Non, puis le Japonais est tenace. Le Japonais est petit, mais vivace. Mais costaud, ouais. Un reportage insolite à présent. Certains se penchent au chevet de leurs animaux de compagnie et il apparaît que les chiens aussi ont besoin de se détendre et de soulager leurs articulations avec l'âge. C'est ce que propose un centre d'aquatechnique. C'est à Gazeran, dans les Yvelines, donc. C'est signé Sephora Namani et Patrick Jacques de Dixmude. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Seven. Bonjour, mon bonhomme, bonjour. Seven, un cortal de 12 ans, vient une fois par semaine dans un centre d'aquatechnique pour chiens.
Souffrant d'arthrose, ce senior a retrouvé souplesse et agilité. En moyenne, 10 séances sont nécessaires et les améliorations apparaissent dès la 3e fois. J'accompagne les animaux dans un mieux-être en utilisant les caractéristiques physiques de l'eau, en fait, qui ont la flottaison, le drainage par le massage de l'eau sur la résistance sur le corps, etc. C'est plus une détente musculaire, une mobilité accrue, c'est-à-dire qu'on va augmenter à l'animal d'avoir une meilleure mobilité. On travaille aussi sur la performance respiratoire musculaire, la puissance aussi, parce que la résistance de l'eau permet à l'animal de travailler davantage. 10 centres d'aquatechnique non vétérinaires existent en France. Carole Lefebvre a ouvert le sien en avril dernier avec une expérience d'auxiliaire vétérinaire. Une initiative bien accueillie par les professionnels comme les propriétaires canins. J'ai bien remarqué que ça n'existait déjà pas en France. Et quand j'ai travaillé chez les vétérinaires, c'est vrai que j'ai constaté qu'après les soins médicaux, il n'existait pas d'espace détente bien-être pour les animaux. De plus, c'est vrai que quand j'ai travaillé en société d'incinération, j'ai préparé les animaux pour que les familles fassent leur deuil. Souvent, j'entendais les regrets des gens qui disaient si j'avais pu faire ceci ou cela. Ce centre d'aquatechnique s'adresse à tous les canins, juniors, seniors, handicapés, sportifs, dans le but d'apporter du bien-être, de la remise en forme ou d'accompagner les fins de vie. En plus des 2 activités principales, l'aquatraining et le massage, le centre propose des services comme le watchdog et la garderie. Avant de passer à l'entretien de cette édition, comme chaque vendredi, nous passons en revue l'actualité de la semaine, résumée en images des principales informations que nous avons développées chaque soir en direct à 18h du lundi au jeudi. Le montage est signé Xavier Jalin. Matraquage fiscal, réforme brouillonne. L'ancien Premier ministre n'a pas fait dans la demi-mesure mercredi soir à Poissy. Alain Juppé accueilli par le maire et conseiller départemental Carl Olive et applaudi par les militants et les sympathisants sous les regards des ténors républicains des Yvelines. J'ai ici beaucoup d'amis, parmi les élus bien sûr, parmi la population. Je suis très heureux bien sûr de sentir ce mouvement d'adhésion. Enfin la route est longue encore. C'était une première au niveau régional. Les antennes Île-de-France du MEDEF, de la Chambre de commerce et de la CGPME ont décidé de s'unir pour interpeller les candidats de tous les partis à la région Île-de-France. Durant 2 heures, les candidats ont pu exposer leurs projets, mais surtout écouter les propositions. Un premier dialogue entre les candidats et les acteurs économiques du territoire en vue d'un avancement sur un projet commun au profit du territoire. C'était une promesse de campagne du nouveau maire Philippe Benassaïa. Ce matin, le maire de Bois d'Arcy a inauguré les locaux de la police municipale. La brigade compte à présent 4 agents. Budget de ce projet, 45 000 €. L'insécurité est présente, elle n'est pas catastrophique sur Bois d'Arcy, loin de là, mais en matière de sécurité, il faut prévenir. Et puis c'est la création d'un service public supplémentaire et en temps de crise, offrir un service de proximité de plus aux Arcysiens, c'est quand même un plus. Tension devant la mairie de Trappes. Après un premier mouvement en juillet, les agents municipaux de la commune étaient en grève aujourd'hui. Plus de 80 personnes se sont réunies sur le parvis de l'hôtel de ville pour protester contre une modification de leur congé exceptionnel. Ce qu'on demande, c'est de ne pas toucher aux quelques acquis qu'on a. Les acquis, c'est pas compliqué, hein. C'est les gens qui ont des médailles ont 15 jours de congé. Et nous continuons en politique. Un accord pour développer les logements en milieu rural a été signé aujourd'hui à l'hôtel du département de Versailles. Ce protocole concerne plus de 150 villages yvelinois avec une population de moins de 2000 habitants. Parmi les communes concernées, on retrouve Bailly, Toussy-le-Noble, Rennes-Moulin, Thiers-Valgrillon ou encore les Essarts-le-Roi. Pour soutenir le programme, le département a décidé de développer une enveloppe de 2,2 millions d'euros. Nous disposons actuellement de 3 logements qui sont derrière l'ancienne poste et qui sont inoccupés, qu'on démolira quand on fera le plateau urbain. Ça veut dire que pendant une année, on peut les mettre à disposition, à condition qu'il y ait un organisme social qui gère et qui accompagne les personnes qui sont dans ces logements. Beaucoup de personnes âgées sont isolées, que l'isolement, ça n'est pas simplement en domicile, à la maison, c'est également des personnes âgées en hébergement collectif qui, lorsqu'on va les voir, nous disent je n'ai pas de visite. Je vois des personnes qui viennent me voir pour faire des soins, pour s'occuper de moi, mais je n'ai personne qui vient me voir moi. Dominique en a plus qu'assez. En 2 ans, c'est la 3e fois que les jardins familiaux de Guyancourt sont cambriolés. L'année dernière, 10 000 € de matériel avaient été dérobés et encore 13 000 en mai 2014. Malheureusement, notre instrument SAM, lui, n'est pas vraiment directement concerné par cette découverte. Mais en tout cas, la découverte du sel qui permet à l'eau de rester liquide ou de devenir liquide à la surface de Mars, qui s'appelle le perchlorate, dont on a beaucoup parlé hier pendant la conférence de presse,
Eh bien, SAM, c'est le seul instrument finalement de Curiosity qui permet la détection de ce perchlorate. Et en fait, on l'a mis en évidence lors de nos premières analyses. Est-ce que la foire au vin, c'est vraiment l'occasion de faire des bonnes affaires ? Alors des bonnes affaires, pas forcément, parce qu'aujourd'hui l'offre est gigantesque entre les hyper, les cavistes. Ce qui est intéressant, c'est justement ce panel sur une période assez réduite de choses qu'on ne trouve pas forcément toute l'année. De l'eau sur Mars, l'accueil des réfugiés, des vols aux jardins familiaux, voilà pour quelques-uns des sujets que nous avons abordés cette semaine. Est-ce qu'il y a un sujet particulier qui a retenu votre attention dans l'actualité ou que vous suivez même au niveau national en ce moment ? Non, mais là, sur ce qu'on vient de voir, là, l'idée d'aller voler dans les jardins communaux, c'est quand même, ça montre on est déjà à un niveau de crise important. Alors visiblement, pour faire la suite de ce reportage, les cambrioleurs ont été arrêtés quelques jours plus tard. Il se trouve qu'il y avait des puces GPS qui avaient été installées sur le matériel qui a été volé, et donc ils ont été forcément retrouvés. Dans le reste de l'actualité également cette semaine, on va revenir à présent sur le week-end dernier. C'était à Montigny-le-Bretonneux, une messe a été célébrée en arabe, et ce en soutien aux réfugiés syriens et irakiens. Et juste après, on parle de cet ouvrage. C'était une première au diocèse des Yvelines samedi dernier à Montigny-le-Bretonneux. La messe était célébrée en arabe. Dans l'assistance des Syriens, Irakiens et Libanais réfugiés en France, et pour eux, cela faisait des mois qu'ils n'avaient pas participé à un office dans leur langue. C'est très important pour nous de prier en arabe, nous sommes en paix, on peut vraiment se libérer et prier à notre façon car c'est notre langue. Aujourd'hui, je suis dans une chorale, je chante en français. On n'a pas ça dans notre pays. C'est le plus important, la liberté. Un pays qu'ils ont dû fuir il y a plusieurs mois à cause de leur foi. L'importance de la communauté des chrétiens d'Orient qui s'agrandit avec l'accueil récent de réfugiés a incité les responsables du diocèse à organiser cette messe. Dorénavant, il y aura une messe tous les mois en arabe à Saint-Quentin, de manière à permettre que ces chrétiens qui arrivent ne subissent pas la double peine, après celle d'avoir été chassés de chez eux, de devoir en plus perdre leurs racines, leur culture. Notre souci, c'est de leur offrir la possibilité d'être accueillis dans leur langue, dans leur culture, avec leur manière de prier. Certainement, le message du pape a eu un impact sur l'ensemble des paroisses du monde. Et je trouve que la réponse des chrétiens, ce que j'en entends, ce que j'en vois, est une réponse très ouverte et en même temps très responsable. Une responsabilité qui passe par l'accompagnement dans les procédures administratives et dans la vie de tous les jours. Pour cette première messe selon le rite maronite, 250 personnes étaient présentes. Un moment qu'ils ont pu apprécier ensemble autour de leur religion. Le prochain office se fera le 10 octobre en l'église Saint-Martin. On en vient donc à cet ouvrage, Ma place au soleil, signé par Jean-Jacques Simon, que l'on connaît sous le nom de Jaco, qu'on connaît également sur cette antenne, puisqu'on s'était rencontrés il y a une petite dizaine d'années sur Saint-Quentin en Yvelines, déjà pour un premier témoignage. Vous vivez depuis 30 ans maintenant avec le sida. Pourquoi vous avez voulu tout simplement parler de ça dans l'ouvrage? Pourquoi avoir voulu le coucher sur papier aujourd'hui? En fait, ça commence par lorsque j'ai écrit un premier livre là en 2000. Parce que là, c'est le second, effectivement. C'est le second. Donc en 2004, j'ai écrit. J'avais eu quelques bons retours. Du coup, ça m'a donné l'envie. J'ai continué d'écrire. J'ai fait ce manuscrit. Par la suite, il s'est passé des choses qu'en fait que je n'ai pas fait. J'ai pas recherché d'éditeur parce que ma maison d'édition avait disparu, donc j'ai pas recherché d'éditeur. Et par un concours de circonstances, par une amie qui m'a dit « Ah tiens, elle l'a lu, elle m'a dit ça serait bien de le faire publier ». J'ai essayé de le faire publier et on m'a édité. Parce que dans le premier ouvrage, il n'était pas nécessairement question de la maladie. Du tout. Alors que c'est l'objet central de ce deuxième livre. Vous le faites avec une certaine légèreté aussi, dans le ton, dans la façon d'aborder la maladie. C'est pas un livre... On sent que vous vivez pas ça comme quelque chose de grave, de dramatique. Enfin, c'est assez léger finalement, même dans l'écriture, dans la façon dont vous parlez de la maladie. Vous dites que vous vivez avec ce singe d'ailleurs. Ouais. Mais c'est-à-dire que si j'avais été transfusé dans les années où le sang contaminé tournait pas mal dans les hôpitaux, je pense que je n'aurais pas du tout la même approche du problème et qu'on serait sûrement pas là en train d'en parler parce que j'aurais peut-être fait d'autres choses, militer, monter des associations, je sais pas. Mais là, il se trouve que j'étais toxicomane. Personne m'a planté une aiguille dans le bras de force. C'est comme ça que vous avez attrapé la maladie, effectivement. C'était dans les années 80. Exactement. Mais en plus de tout, à l'époque où j'ai décidé justement d'arrêter la toxicomanie, d'arrêter la délinquance et tout ça, ma vie est devenue meilleure.
Donc c'est un peu antinomique ou paradoxal, quoi. Je veux dire, d'un côté j'étais malade, mais d'un autre côté ma vie allait mieux, vu qu'avant ma vie de toxicomane ne pouvait m'amener que dans une... Mais vous aviez conscience justement à l'époque, avec la toxicomanie, les seringues, que vous pouviez attraper le sida. On était dans les années 80, c'était le tout début de la maladie qu'on connaissait très très mal en fait. Bien sûr. Mais on en parlait déjà, donc vous en aviez conscience, vous vous disiez il y a un risque. D'un côté, on en avait conscience. D'un autre côté, dans les pharmacies, il fallait quasiment laisser sa carte d'identité pour avoir une seringue. Et pour avoir une seringue, c'était la croix et la bannière. Donc forcément, d'un seul coup, et en plus, les notions médicales d'un toxicomane n'étaient pas forcément les meilleures. Donc il se peut très bien qu'on se dise, passer sous l'eau, ça y est, c'est bon. Et du coup, les seringues se passaient changer à cette époque-là assez facilement. C'est comme ça que vous avez contracté la maladie. Je veux juste faire une petite parenthèse parce qu'aujourd'hui, le sida ne fait plus vraiment peur aux jeunes. Les jeunes ne se protègent plus pour ceux qui l'attrapent par rapport sexuel. Les jeunes ne se protègent plus, le sida fait plus peur. On en parle finalement assez peu de prévention aussi. Vous réagissez comment quand vous voyez ça? Vous qui vivez avec la maladie depuis 30 ans? Vous dites qu'ils sont inconscients, qu'ils ne réalisent pas. C'est le deuxième effet, malheureusement, de tout ce qui est trithérapie, tout ce qui est traitement. On se dit aujourd'hui, on vit très bien avec. Voilà. Vous avez exactement dit la question et la réponse, à savoir que c'est à l'époque des trithérapies. C'est vrai qu'il y a eu une baisse. Et il y a eu deux choses. Il y a eu ce truc des trithérapies, cette arrivée des trithérapies qui a été très importante. Mais il y a eu aussi le deuxième SIDAction, qui a été un peu un échec dû à toute une histoire qu'il y a eu entre ACT UP et le ministre de la Santé de l'époque qui n'avait pas tenu ses engagements, etc., etc. Donc, il y a eu une espèce une chose qui s'est passée qui a fait que d'un seul coup, le sida, qui déjà avait été présenté dans un premier temps comme la peste des homosexuels et des toxicomanes, donc déjà l'attaché de presse Bonjour, on se retrouvait avec une affiche qui était assez... Et c'est pour ça qu'après on en est arrivé des années plus tard avec la bataille entre sida, téléthon, le sida, c'est... Non, c'est des maladies, point barre. C'est pas... Et le sida est une maladie qui n'est ni comme la lèpre, ni comme le choléra, des choses qu'on a éradiquées. C'est pas du tout des trucs qu'on risque d'attraper en allant au fin fond de l'Afrique ou quoi que ce soit. Tu peux l'attraper à Neuilly ou n'importe où. Et vivre avec, c'est difficile. Et vivre avec, je veux dire que c'est difficile. Voilà, ouais. C'est pas parce que moi, et en plus, moi, il faut pas faire une généralité de mon cas, ça serait une grave erreur. J'ai vécu avec 12 T4, les défenses immunitaires, normalement, on doit en avoir minimum 500. Et j'ai vécu avec 4, donc faut pas se baser non plus sur moi. Si là, je fais étalage tout de suite, là, de toutes les douleurs que j'ai eues en venant, en marchant un peu partout, dû à tous les traitements que j'ai pris, etc., ça va sûrement, il y en a qui vont se dire, j'ai pas envie de vivre ça. Et il y a plein de choses qu'on n'a pas forcément envie de vivre parce que c'est des molécules qui sont fortes, les médicaments, ces médicaments-là, et qui ont une liste d'effets secondaires qui est illimitée quasiment. Donc après, c'est au petit bonheur la chance, mais on peut très bien se retrouver. Moi, juste pour finir, j'ai l'exemple d'une infirmière qui s'est piquée à une époque où j'avais un traitement de la dernière chance et qu'on me faisait des piqûres 2 fois par jour. Une fois, elle s'est piquée avec une des seringues. On l'a mis 1 mois sous mon traitement. La première chose qu'elle m'a dit quand elle est revenue au bout d'1 mois, qu'ils ont vu que c'était négatif, etc., je te regarderai plus jamais de la même façon. Elle m'a dit, moi, pendant 1 mois, j'ai cru mourir 24 heures sur 24. Ouais, les souffrances elle a eu toutes sortes d'effets secondaires, du ventre, de la tête, des crampes, du moral qui est dans les chaussettes, de la totale, quoi. C'était vraiment une espèce d'accumulation de tout ce qu'on ne pourrait pas aimer en même temps. Donc après, si quelqu'un a envie de tenter ça, c'est son choix, je dirais, mais... Je voudrais en revenir aussi à l'histoire que vous récitez. Vous écrivez dans cet ouvrage sur les premières années avec la maladie, parce que les premières années avec la maladie, vous les passez en prison. Oui. Parce qu'on l'a dit, vous étiez toxicomane et vous faisiez des allers-retours avec la prison de Bois d'Arcy. Oui, entre autres. Oui. Voilà, notamment. Comment vous l'avez vécu, la maladie, en prison en plus, les premières années? Disons que mon caractère m'a beaucoup aidé, à savoir que j'ai pas fait le choix de me cacher, de dire je suis pas malade ou quoi. J'étais toxicomane, j'ai attrapé ce virus. Il n'y a pas de honte spéciale à avoir. Et j'ai réussi à être avec des gens en cellule qui étaient relativement intelligents et avec qui j'ai pu vivre tout à fait normalement ma détention, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres séropositifs qui ont vécu dans des trucs vraiment plus qu'horribles rapport à le rejet. D'ailleurs, dans le livre, il y a une nouvelle à la fin qui ne parle pas de ma vie, qui était une nouvelle qu'on avait fait pour le SIDAction, pour un concours de scénario.
et dans laquelle j'explique ça, le rejet qu'il peut y avoir, et ça peut même amener jusqu'à des suicides, voire à la mort de quelqu'un, quoi. C'est ce rejet de la maladie. Mais à aucun moment vous avez baissé les bras, vous avez perdu l'espoir, parce que je saute les étapes, hein, parce qu'on pourrait en parler très longtemps, mais vous avez même fait du cinéma avec Olivier Mégaton, qui est aujourd'hui un protégé de Luc Besson, qui réalise de grands films. Non, je dirais pas que c'est un protégé de Luc Besson, je dirais que Luc Besson l'a aidé à commencer à apprendre vraiment le travail, et que maintenant c'est juste Olivier Mégaton. Mais il faut arrêter les journaux télévision où on marque Taken 3, un film de Luc Besson. Luc Besson n'est pas du tout le réalisateur. Qui l'a réalisé, et c'est Luc Besson donc il faut rendre un peu à Olivier ce qui appartient à Olivier. En tout cas, il vous a permis, et si vous le défendez, c'est que vous êtes encore amis aujourd'hui. Enfin, le défendez en même temps, je ne l'ai pas attaqué. Mais si vous en parlez aussi bien, c'est que vous êtes amis. Mais vous avez monté les marches de la Cannes avec lui. Oui, ils m'ont fait cet honneur pour justement. En plus, c'était en l'an 2000, donc c'était pour moi qui est un peu symbolique au niveau du passage au nouveau millénaire. C'était quelque chose d'assez exceptionnel. Vous l'auriez jamais imaginé ça de votre passé. Je le raconte justement dans une nouvelle qu'à un moment donné, quand j'étais dans les cellules d'isolement à la centrale de Clairvaux, si jamais quelqu'un était rentré, m'avait dit, tu sais, dans 15 ans ou dans 10 ans, tu vas aller faire les marches de Cannes et te faire habiller au Martinez. J'aurais dit, il faut changer de drogue ou il faut faire quelque chose, mais vous devez vous tromper. C'est la cellule d'à côté, mais j'aurais pas. C'est vrai que mais c'est ce que je raconte aussi. C'est n'ayant pas de famille, c'est aussi ça qui me permet. C'est tous ces amis-là qui me permettent aussi d'avancer et de continuer à faire des choses. Aujourd'hui, justement, dans quel état d'esprit vous êtes? Dans quel état d'esprit? Vous êtes toujours. Je sais pas. Aujourd'hui, il fait beau, c'est l'état indien. Je dirais, ça a l'air. On fait une émission ensemble. Tout va plutôt bien. Et moi, tout va plutôt bien, mais quand même, je voudrais dire quelque chose, justement, parce que vous me donnez la possibilité de le faire. Si je suis ici aujourd'hui, ce que ça me fait plaisir de venir à Montigny, c'est qu'il y a j'ai un parcours avec la ville de Montigny qui est pas banal. C'est-à-dire que quand je suis sorti de Poste-Cure en 90, comme ils avaient un petit peu d'appréhension par rapport à ma façon pas de gérer la drogue, mais puisque c'était réglé, mais de gérer les budgets, l'argent, le travail, etc. J'ai été aux appartements thérapeutiques ici à Montigny-le-Bretonneux, au Pas du Lac. Donc déjà, à ce moment-là, ils m'ont permis, l'AIAE, qui est l'agence de recrutement, l'agence de Pôle emploi Igny-Montin, à l'époque m'a trouvé du travail alors que j'habitais quand même à Trappes, et elle m'a quand même trouvé du travail. Ça a été le premier travail que j'ai effectué. Par la suite, après un licenciement pour invalidité, je me suis retrouvé à la maison de quartier du Pas du Lac, où là, alors qu'à Trappes, ils m'avaient trimballé pendant 8 mois en me disant attends, on va faire des réunions, et qu'au bout de 8 mois, ils m'ont dit ton projet, c'est pas bien, il n'y a pas de sport dedans. Et eux, ici, à Montigny, au Pas du Lac, en 15 jours, j'étais animateur de maison de quartier. Donc, quelque part, maintenant, avec tout ce bagage que j'ai accumulé au niveau de ce qui peut être de la prévention, à savoir que j'ai été faire des interventions, que ce soit à l'EDEC, et l'école de commerce de Lille, de Foix, dans les écoles d'infirmières, dans pas mal de contextes différents, moi j'ai vraiment envie de monter un projet de prévention qui soit sur la ville nouvelle. Maintenant, après, on entend beaucoup de paroles à la télévision quand les politiques s'expriment, en nous disant que vraiment la prévention, c'est la première des choses à laquelle il faut vraiment faire. On doit le mettre ça en avant. Mais dans les faits, quand vous écrivez ou que vous envoyez un mail, pour proposer un projet qui tient la route, on vous répond « Votre projet est très intéressant ». Néanmoins, la prévention n'est pas une des thématiques à l'ordre du jour. Et aujourd'hui, ce projet de prévention, il en est où ? Juste. Pour l'instant, on en est là. C'est pour ça que j'en reparle à ce moment-là. Parce que quand on en arrive à dire que la prévention n'est pas une thématique à l'ordre du jour, ça voudrait dire que la prévention est placée au même rang que la semaine Prévert, respect pour lui, ou la semaine des jardins fleuris, ou la prévention, c'est autre chose. La prévention, c'est les jeunes qui partent en sucette. La prévention, c'est l'insécurité. La prévention, c'est le trouble à l'ordre public. C'est tout ça, la prévention. Donc, toutes ces choses-là, en ce moment, il faut quand même reconnaître que ça ne va pas dans le sens du mieux. Donc, si des gens qui savent de quoi ils parlent se proposent pour faire quelque chose là-dedans,
acceptez-les. Le message est passé. Si vous voulez connaître l'histoire de Jaco, c'est avec cet ouvrage. Et je précise aussi que vous devriez être fin novembre présent au pavé du Canal, normalement à Montigny-le-Bretonneux, puisqu'il y a un rendez-vous avec les auteurs locaux qui est en train de se monter. Vous devriez y être présent avec eux. Merci beaucoup, Jaco, d'être passé en plateau. Pour conclure cette édition, 2 informations que nous développerons dans le journal de lundi. Tout d'abord, la mobilisation samedi matin, demain, des élus de Guyancourt contre la fermeture de la PMI, le département des Yvelines, qui gère ces structures à destination des jeunes maires, veut regrouper les moyens et donc fusionner, pas encore David Douillet, plusieurs sites. Les discussions sont en cours. En attendant, la majorité socialiste de la ville veut maintenir une certaine pression sur le conseil départemental de droite et de centre droit. Voilà donc cette fois-ci la PMI de Guyancourt. Et puis une autre colère qui va s'exprimer, décidément, David Douillet qui a hâte de parler. Autre colère qui va s'exprimer ce week-end. Dimanche, nous en reparlerons donc lundi, c'est celle des motards. La Fédération des motards en colère se réunira à Saint-Germain-en-Laye pour former un cortège allant jusqu'à Versailles. Ils demandent de stopper les abaissements de vitesse. Ils évoquent une écologie sans taxes et sans interdiction. Lundi, sur TV Fil, juste après le journal, vous aurez aussi rendez-vous à 18h30, 19h30 et 23h avec le 7-8 Sport. Il sera fait un petit clin d'œil au Classico, le fameux Classico entre le PSG et l'OM. Le PSG qui n'a toujours pas choisi, et Jaco qui va suivre ce match, qui n'a toujours pas choisi son futur centre d'entraînement. Il sera bien dans les Yvelines, pas forcément à Saint-Germain-en-Laye, puisque Thiverval, Grignon et Poissy reviennent le plus souvent. L'attente dure depuis des années et David Douillet, justement, député des Yvelines, proche du président du PSG, milite pour une installation à Poissy et il en a plus qu'assez. Et cette fois-ci, on l'écoute. On est toujours en contact pour avancer sur le sujet. Une chose est sûre, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Voilà. Parce que nos terrasses de Poncy, et mon ami le maire de Poissy, Carl Olive, le dirait comme moi, nous attendons depuis longtemps et nous avons des projets sur ce site. Le PSG en fait partie, mais on atteint la limite du temps. Voilà. Il faut vraiment une décision d'ici au grand maximum la fin de l'année. Et je dirais même très certainement dans le mois qui arrive. En attendant, on n'oublie pas qu'ici c'est Paris et qu'il faudra s'imposer au Parc tout de même face à Marseille. Un mot de la programmation de nos confrères de Radio Sensation. Dimanche, Nicolas Kirillovitz reçoit pour son hebdo politique Jean-Paul Houchon, le président PS de la région. Il ne se représentera pas pour un nouveau mandat, mais il défend son bilan. Vous n'en verrez pas les images, mais en tout cas vous l'entendrez à la radio et vous retrouverez ça sur leur chaîne YouTube. Ce sera à partir de 18h dimanche. Il est temps de refermer ce journal pour reprendre des forces pour lundi. Très bon week-end.